Je vais revenir sur un sujet qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui sont les volumes. Puisque vous avez vu, il y a une vraie question autour de Vitam, autour de l'archivage électronique en termes de volume. Vous l'avez peut-être vu, il y a beaucoup de cartes à des moments donnés qui ont circulé, notamment pour les archives départementales, des cartes de projets d'archivage et de montrer comment, en fait, les départements, pas que les départements bien sûr, mais les départements vont de plus en plus sur ces sujets. À la fois bien sûr parce qu'ils ont un certain nombre d'obligations réglementaires, sur la partie archivage définitif notamment, mais aussi parce que l'État et puis l'efficience que demande l'organisation en interne pousse, j'allais dire, à produire de plus en plus de manière numérique, nativement numérique, et produire, j'allais dire, des documents à valeur, avec une valeur probatoire qui sont directement numériques. Donc à la fois, on remarque deux choses, et bien sûr des nouvelles réglementations, donc je ne vais pas revenir sur le PS, les actes, voilà, ce que vous connaissez déjà. Je vais plutôt essayer d'aller un petit peu plus loin sur ce qui va arriver pour des opérateurs d'État notamment, et de montrer comment justement cette problématique de volumétrie, elle va se poser et selon lesquelles questions elle va se poser. Donc je reviens pas, hein, donc effectivement cabinet XDMAT. Il y a quelque chose d'important sur la partie. Je vous donne quelques chiffres. Je pourrais vous donner les sources quand on diffusera tout ça. Effectivement, il y a des chiffres qui disent que en termes il y a aussi un changement aussi qu'il faut pas négliger. C'est la place de la data. On parle beaucoup de systèmes d'archivage électronique et d'outils documentaires, alors qu'en réalité, on voit effectivement une augmentation assez importante des documents, hein, qui sont des données qu'on conserve sur un support, sur un format, mais aussi de l'augmentation de la donnée brute. Ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte avec l'augmentation des échanges EDI, l'arrivée d'un certain nombre de logiques d'échange, hein, vous connaissez Chorus, etc., dans lequel on peut avoir des flux uniquement de données. Donc, on a des chiffres qui montrent que en 2018, on a eu autant de production de données que depuis qu'on fait de la statistique sur ça. Donc, on a vraiment une augmentation. J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est exponentielle, hein, parce que cette courbe, il faudrait voir. Le problème, et entre guillemets le problème, c'est que on remarque que si on va plus près dans l'analyse de tout ça, si je regarde notamment des organisations documentaires en sorte de fichiers Windows, que vous avez probablement tous ici, au-delà de GED ou quoi qu'est-ce, 70% des fichiers sur les répertoires réseau n'ont pas été ouverts depuis plus de 18 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, la documentation augmente, mais qu'on ne la gère pas, qu'on la gère pas assez. Donc on va avoir une conservation de plus en plus importante, alors qu'on voit bien qu'en termes de gestion documentaire, on pourrait se passer d'un certain nombre d'informations, se passer parce qu'on a des versions itératives, se passer aussi parce qu'on a des doublons, des triplons, des quadruplons, etc. Mais aussi s'en passer parce que on doit mettre en place des règles de gestion autour de la conservation de la documentation. Beaucoup d'archivistes sont ici, les référentiels de conservation, les tableaux de gestion et toutes ces règles-là. Deuxième chose aussi, c'est que on a une autre information qui est la place de la numérisation. C'est-à-dire, on en parlait hier avec Velocarchive, hein, la production papier ne diminue pas. Par contre, on voit en termes d'utilisation et de consultation de cette documentation qu'elle est de plus en plus numérique. Donc, 1, augmentation des datas numériques, 2, gestion, j'allais dire approximative, et 3, transformation du papier vers du numérique de plus en plus. Donc, l'environnement numérique devient, j'allais dire, une logique de consultation et une logique de travail qui est de plus en plus la norme, entre guillemets. Alors, autour de ça, effectivement, on a plein de questions qui peuvent se poser, et je vais revenir sur notamment, j'allais dire, une problématique particulière, c'est que quand on parle d'augmentation des volumes et de dématérialisation, il y a bien aussi cette dématérialisation, elle est importante. C'est quoi la démat? Est-ce que c'est je numérise, grosso modo, je passe un papier dans un scanner et puis je le mets sur un système? Mieux encore, est-ce que je le détruis? On sait qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre de possibilités, le Vademecum du SIAF, la NFZ 42026, etc., sur la copie fidèle et durable. Est-ce que quand je parle de démat, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Est-ce que je suis plutôt sur une JET? Est-ce que je suis plutôt sur un système d'archivage? Est-ce que je suis plutôt sur un coffre-fort numérique? Tout à l'heure, Massy en parlait, il y a un niveau de maturité qu'il faut avoir à un moment donné dès lors qu'on parle de dématérialisation. Quand on mène des projets de dématérialisation, que ce soit des projets de GED ou de dématérialisation de vos flux, la question de l'archivage électronique et d'un terme qu'on entend depuis tout à l'heure, valeur probante, valeur probatoire, est quelque chose qui est crucial dans la stratégie d'archivage électronique que vous allez avoir. Je parlais tout à l'heure, est-ce que je peux détruire mes originaux?
Donc ça, c'est une vraie question. On sait qu'aujourd'hui, il existe un certain nombre de possibilités de destruction des originaux après numérisation. Et puis deux autres problématiques, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose à laquelle on tient avec Elise des Maths, c'est que quand on accompagne nous des structures, bien sûr, la dématérialisation, elle est là d'une manière globale. Hein. Je centre pas uniquement sur le SAE, bien sûr, mais pour amener une efficience, c'est-à-dire qu'on ait un gain quelque part, que ce soit un gain de temps, un gain de place, un gain financier, un gain de conditions de travail, etc., etc. Donc, ce levier d'efficience, il est ultra important dans la partie dématérialisation. Et il y en a un autre aussi qu'on active, c'est la partie conformité. D'accord? Donc, quand on fait de la dématérialisation, on va pas le faire n'importe comment. Il faut se poser la question de la valeur probatoire, il faut se poser la question de la signature électronique, il faut se poser la question de l'archivage à valeur probatoire de ces documents, etc. Donc, quand on parle d'augmentation des volumes, c'est pas simple. Ce que je veux dire, c'est que on ne doit pas se dire j'ai des obligations, j'ai des documents numériques, donc j'ai de l'archivage. Vous voyez, il y a toute une réflexion autour de la valeur probatoire, de l'efficience de travail, également du SI, bien sûr, sur tout ce qui est urbanisation. On en avait parlé tout à l'heure. Alors, on a quand même des facilités. Pourquoi? Parce que ça fait quoi? Je dirais une dizaine d'années, peut-être un peu moins pour un certain nombre de structures, dans lesquelles on a des obligations réglementaires qui nous ont amené à nous poser les bonnes questions. Où je mets mes documents, où je mets mes données, où je mets mes flux. En voici quelques-uns sur cette partie-là. Donc la dématérialisation des marchés. Vous avez vu des nouvelles obligations au 1er octobre 2018. Donc attention, hein, on n'est pas sur du full démat. Hein. Vous avez vu, il y a un certain nombre d'ambiguïtés sur la signature électronique, etc. Donc par contre, on a quand même des vraies évolutions autour de ça. La dématérialisation du bulletin de paie. Vous savez qu'aujourd'hui, on a la possibilité de délivrer le bulletin de paie de manière numérique, mais j'ai pas le droit de l'envoyer par mail, ce bulletin de paie. Donc, mise en place de coffre-fort électronique, mise à disposition du coffre-fort à l'agent qui veut avoir ces documents, et puis surtout conservation sur un beaucoup plus long terme que par le passé pour la structure, une cinquantaine d'années. La dématérialisation des PJ, donc ça, beaucoup de personnes y sont passées au 1er janvier 2019, donc pièce justificative de la partie dépenses. La dématérialisation des factures, bien sûr, avec Chorus. La dématérialisation des plans et maintenance, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Donc, je vous voyez, un certain nombre d'obligations réglementaires et un certain nombre de recherches d'efficience. Vous voyez, accéder à la dernière version d'un plan électrique quand on travaille dans une entreprise d'industrie, et au format numérique, apporte de la sécurité, de la fiabilité de l'information et, j'allais dire, même en termes métiers, une fiabilité sur le travail qu'on est capable de faire. On voit bien qu'il y a vraiment donc une multiplication de tout ça. Tout à l'heure, Mélanie disait je suis pas SI ou je suis pas archiviste, un des deux termes. C'est vrai que quand on mène des projets d'archivage électronique, quand on voit toutes ces nouvelles réglementations, c'est vraiment important d'avoir une équipe pluridisciplinaire dans le travail qu'on va mener. Voilà, je connais un certain nombre de personnes ici, je sais que voilà, c'est important pour vous la partie métier pour un certain nombre de cas, la partie archivistique pour un certain nombre d'autres cas, et la partie bien sûr SI pour un certain nombre d'autres cas aussi. On a parlé de Vitam, hein, architecture assez imposante. Forcément, si la SI n'est pas consultée, on risque d'avoir un petit problème à un moment donné. Alors autour de ça, donc voilà ce qui est passé. L'idée, moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, en fait, c'est que on a, et je conclurai par ça tout à l'heure, on a des nouvelles obligations qui sont rentrées en vigueur dans lesquelles je vais avoir une dématérialisation d'un certain nombre de procédures. Vous savez, on est dans un nouveau plan là qui va aller grosso modo jusqu'en 2022, où on va avoir un certain nombre de nouvelles obligations en termes de réglementation autour de la démat. Donc réglementation qui touche essentiellement plutôt des structures plutôt centrales. Je pense notamment aux listes électorales. Hein. Vous savez, si des personnes ici vont voter dimanche et qu'ils ont déménagé entre-temps, ils ont pu faire des demandes de changement par Internet. Toute cette documentation-là, à un moment donné, je dois la conserver. Donc, question de la démat, où je la conserve, archivage électronique, j'aide. C'est des questions qu'on vous posera à la fin, voilà, histoire de savoir si vous avez bien suivi les problématiques. Je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais vous voyez bien, le guichet unique pour la création des entreprises en 2021, les possibilités de dépôt de plainte en ligne, vous voyez qu'on va avoir une vraie augmentation de la production dématérialisée. Et de la production dématérialisée, et c'est peut-être là où j'ai envie d'aller, c'est en fait, moi il y a deux choses qui sont importantes, c'est ces deux flèches en bas.
En fait, le terme, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets, de confort, il est pas bon. J'ai pas trouvé de meilleur terme en fait pour passer cette idée. L'idée, c'est que pendant longtemps et encore aujourd'hui, on fait de la dématérialisation, on va numériser des documents pour les mettre à disposition, pour les échanger dans de la GED, pour faire des workflows de validation ou de collaboration pour créer des documents. La problématique, c'est que on gardait pendant longtemps des exemplaires papier, de documents signés, de documents parfois pas signés, mais mon set d'archivage était un set d'archives papier, donc la question je me la posais pas. Avec toutes les obligations que je vous ai montrées dans le premier slide et les nouvelles obligations qui vont rentrer en vigueur pour un certain nombre d'acteurs qui sont ici, dématérialisation pour la création d'entreprises, etc. On va rentrer dans, et on est déjà rentré, je pense, dans une phase de dématérialisation à vrai et à valeur probante, où la question de la GED, du bon classement, ne suffira plus à répondre aux problématiques de gestion documentaire. On va vraiment devoir, sur le long terme, 5, bon court terme, 5, 10, 20, 30, 40, 50 ans, je parlais du bulletin de paix tout à l'heure, conserver la documentation de manière intègre, pérenne, conforme, avec toute la confidentialité qui va bien, toute la sécurité qui va bien. On n'a pas fait un tour d'horizon, bien sûr, de toutes les fonctionnalités d'un SAE, mais exemple, un système d'archivage doit gérer ce qu'on appelle l'intégrité, la comparaison d'empreintes, faire en sorte et garantir que le document qui a été déposé à un moment T, 5, 10, 20 ans après, soit le même. Mais voilà le genre de fonctionnalité qui permet de garantir la preuve, de garantir l'intégrité, et voilà où va nous amener, à la limite, l'augmentation des volumes. Donc, la question, et je reviens à ce que disait tout à l'heure Athos, et probablement ce que diront d'autres personnes après, sans aller au bout, c'est que l'identification de vos périmètres, c'est surtout ça qui va vous permettre de définir la stratégie que vous allez avoir, que ce soit une stratégie de déploiement ou que ce soit une stratégie d'outils, du choix des outils que vous allez réaliser. Donc bien réfléchir à la volumétrie que vous allez avoir, au périmètre documentaire que vous allez devoir archiver, et j'allais dire réfléchir bien sûr sur un moyen terme, bien entendu, puisque ce ne sont pas des outils qu'on va garder 1 ou 2 ans. J'ai essayé d'aller vite sur cette partie. Vraiment, cette idée, je le dis à chaque fois que j'ai que j'ai la possibilité de faire ça. Je pense que Vita, Mazalae, March, tous ces outils-là font le job dès lors qu'on les met en place dans un contexte technique qui va bien. L'idée, c'est vraiment l'organisation que vous allez mettre en place pour adresser cet outil, premièrement, et toute la stratégie de dématérialisation, pas uniquement d'archivage électronique, mais bien de dématérialisation pour le maintien de la preuve, etc., etc. Bien sûr, j'en ai pas parlé jusque-là parce que c'était pas le thème de cette intervention, mais bien sûr, réfléchir aussi à la partie archivage électronique, définitif, bien sûr, pas uniquement la partie intermédiaire. Voilà pour ce que je voulais dire. J'ai parlé vite, mais alors je vais pas apporter le micro si quelqu'un peut le faire cette fois. Vous avez peut-être un peu faim? Non. Oui, bonjour. Vous avez parlé de la destruction des documents originaux. Est-ce que le fait d'utiliser Vitam nous exonère de demander la destruction ou est-ce qu'il faut quand même demander cette destruction? Non, effectivement, pour les structures publiques, vous êtes soumis à ce qu'on appelle un contrôle scientifique et technique de l'État, qui est adressé donc pour certains par les archives nationales, pour la majorité, j'imagine d'entre vous, qui sont ici par les archives départementales. Si à un moment donné vous mettez en place une méthodologie, notamment autour de la NFZ 42026, pour numériser et transférer une valeur de preuve, on ne peut pas se passer de ces autorisations. Ça, c'est l'un ne remplace pas l'autre. Simplement, on amène de la sécurité pour cette chaîne de num et pour la partie durabilité, bien sûr, qui va avec. Voilà. Après, pour vous répondre aussi, c'est pas Vitam qui va vous faire détruire, c'est l'archivage électronique. C'est tout outil. Voilà, vous êtes bien sur une chaîne complète. Hein. C'est la manière dont vous allez dématérialiser les procédures, toute l'organisation. En fait, demandez à votre service d'archives départemental notamment
quelle est la procédure, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, et ensuite c'est dans le cadre d'un audit que eux vérifieront pour vous donner ce visa. Et en effet, la question c'est de savoir, dès qu'on a numérisé et mis dans Vitam, est-ce qu'on peut détruire le papier avant la fin de la durée de conservation des documents? Alors, on peut, selon certaines procédures. Aujourd'hui, il y a une norme qui s'appelle la NFZ 42026, qui est une norme qui s'appelle copie fidèle et durable, dans laquelle on a deux parties. Une partie fidélité, sur laquelle on va faire monter une chaîne de numérisation qui assure que ce que je numérise est bien fidèle au document d'origine. Donc c'est il y a à la fois des contraintes techniques, mais surtout des contraintes organisationnelles, de bien pouvoir auditer la chaîne de numérisation, de bien définir tous les acteurs qui vont intervenir sur cette chaîne de numérisation, que ce soit ceux qui préparent les lots, ceux qui numérisent, ceux qui les vérifient. Donc ça, c'est la première partie. Et on a une deuxième partie d'un fidèle et durable qui est durable, donc la durabilité. Et cette durabilité, c'est dans un système d'archivage électronique qu'on va la trouver. Donc SAE Vitam ou autre, hein, peu importe la techno. Là, c'est vraiment plus la logique de dire je maintiens la valeur probatoire et j'assure la durabilité du document que j'ai numérisé. Attention quand même, nous on accompagne un certain nombre de structures sur cette partie numérisation fidèle et durable. Le questionnement il n'est pas binaire. Il n'est pas je numérise, je détruis ou je numérise et je détruis pas. Il y a une logique d'étude de risque à réaliser puisque cette norme elle n'est pas là à la base pour détruire, elle est là pour transférer la preuve d'un papier au numérique. Je pourrais très bien garder mon document papier et garder mon numérique dans une logique de gestion de risque, en disant par exemple, ce sont des documents très importants, je duplique et j'ai deux systèmes de conservation qui sont pérennes et conformes, une version papier et une version numérique. Après, c'est vrai qu'on l'adresse souvent pour dire, je n'ai plus qu'un set de données et en disant, je vais détruire mon original papier. Donc pour vous répondre directement, il y a des possibilités, mais c'est votre stratégie, votre étude de risque, votre structure qui vont répondre à ça. Techniquement, c'est faisable. Vous avez également le VADEMECOM du SIAF, justement avec les critères de décision sur comment autoriser la destruction de façon anticipée. Voilà. Pour compléter, puisque je suis en charge du contrôle scientifique et technique de mon département, moi par exemple, ça m'arrive d'autoriser par anticipation en demandant en effet un protocole de numérisation clairement détaillé avec tous les éléments qui sont donnés et en exigeant un contrôle qualité régulier pour vérifier, puisque souvent c'est fait, la procédure est décrite, mais le contrôle qualité est souvent oublié entre la qualité de l'image et l'original papier qui peut en effet avoir une valeur probatoire importante sur quelques années. D'autres questions? Cette partie de numérisation et ensuite dépôt dans un SAE et puis éventuellement destruction, elle permet aussi de comprendre la nécessité de faire, alors le terme est pas bon, mais de la dématérialisation à la source. Ce que je veux dire par là, c'est d'éviter de produire ce papier qu'on va numériser et détruire. Donc mettre en place ce genre de projet, c'est intéressant aussi pour monter la marche suivante. Ça permet aussi dans certaines structures où on a besoin de passer par cette culture du papier et de la numérisation, dans un deuxième temps après d'aller sur du nativement numérique, dans un certain nombre de cas bien sûr. Une alerte par rapport à la 42.026, attention quand même en fait, pour avoir rédigé la norme, on a fait attention à créer en fait un faisceau de preuves qui permet de dire que la numérisation est fidèle, qui doit être versée via une attestation dans le SAE. Si ce n'est pas fait, c'est la meilleure machine à faux du monde. C'est-à-dire que vous numérisez votre document comme vous voulez, vous le versez dans un SAE, vous allez le détruire. Comment vous pouvez prouver que vous n'avez pas une falsification d'intégrité entre les deux? C'est hyper dangereux. Donc ce qui est important, c'est pas tant d'avoir que la qualité de process, avoir une belle image, c'est avoir le faisceau de preuves qui permet de dire que la numérisation qui a été faite est fidèle. Ou sinon, c'est un vrai danger. Faut faire attention à ça quand même. En fait, en termes de complément, par rapport à 42.026, là où l'attestation serait potentiellement non obligatoire, il est fortement conseillé de la mettre en place. Voilà. Je dirais juste pareil, pour rebondir, que ce soit coffre, système d'archivage électronique, ce n'est jamais
la solution qui vous donnera une valeur probatoire. Elle est seulement là pour la conserver, la préserver dans le temps. Donc, tout à l'heure, Thibaut avait un petit mot qui s'appelait processus là-haut. Que les documents soient nativement numériques ou qu'ils soient suite à numérisation, c'est tout ce process en amont qu'il va falloir analyser en termes de risque et donner tout ce faisceau de preuves qui va faire une chaîne de probante en amont. Et c'est seulement le système, qui soit Vitam ou un autre, ne fera que préserver cette preuve une fois qu'elle sera rentrée, évidemment, dans le système d'archivage ou le cas. Pareil, je suis désolé, c'est pas une question, c'est plus un apport sur le débat là sur la 42026. Juste pour rappel, c'est de la documentation qui sert beaucoup. En droit, une norme n'est pas opposable, dans le sens où tout le monde doit pouvoir accéder à la loi. Donc il a été clairement dit par le Conseil d'État qu'une norme ne peut pas, on peut pas en tant que CST, parce que je suis aussi CST, vous opposer, vous répondez pas à une norme, parce que la norme il faudra que vous la payiez pour l'avoir. Donc effectivement, c'est le vadémécum du SIAF qui vous servira de grille d'analyse, même si effectivement la 42.026 et le vadémécum sont relativement conformes en parallèle, et une base de travail très intéressante, parce qu'une norme assez claire et peu technique mais très organisationnelle, et vous avez toute une série de documents qui peuvent servir de modèle, fournis par le SIAF, et notamment de chartes qualité, qui permettent aux gens qui sont en position de CST de mieux savoir ce que vous avez fait et d'en juger, parce que c'est pas forcément évident pour nous non plus de donner cette autorisation, et voilà, et de vous auditer. Donc voilà, il y a des documents qui sont typés, qui sont fournis en libre accès, vous n'avez plus qu'à remplir en changeant vos noms et en mettant les éléments que vous avez, voilà. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a encore une autre question, peut-être une dernière? Oui, j'ai vu dans les présentations, et celles d'avant également, que la différenciation entre la GED et le SAE, c'est surtout la valeur probante et l'intégrité. Et nous, au CINES, on rajoute surtout l'intelligibilité. C'est-à-dire qu'on doit garantir que le document pourra être relu X années plus tard et compris. Et donc, j'ai pas vu ce critère-là du tout apparaître dans aucune présentation. Oui, il y aura sûrement des ajouts dans les présentations futures. On est dans un contexte d'archivage effectivement long terme, de préservation, la question de la lisibilité dans le temps, là où effectivement des systèmes de type GED n'ont pas des éléments de conversion de format, on en a parlé un petit peu quand même, par exemple, de gestion de réversibilité, etc. Donc évidemment, c'est un élément, notamment pour des conservations d'archivage définitif, indispensable. C'est vrai, il y a beaucoup de sujets, autour de l'émulation, autour de la conversion des formats, ou même autour de la gestion du train de bits, même une société qui s'appelle Epalia, voilà, qui fait de l'impression de code binaire sur microfilm. Enfin, c'est vrai que la logique de lisibilité est importante. C'est vrai qu'on la traite pas, c'est pas le sujet central, mais vous avez tout à fait raison. C'est important. La différence GED SAE, elle est là, elle est sur ça aussi. Vous avez tout à fait raison. D'accord.